25 591. Ça, c'est le nombre d'enquêtes policières qui ont été ouvertes entre 2022 et 2024 pour des crimes commis par les Yakuza. Et 263 milliards de yens, ça, c'est la perte d'argent estimée qui découle du crime organisé et des activités des Yakuza au cours seulement de l'année 2024. Et encore, ces chiffres sont très certainement dilués parce que beaucoup de crimes des Yakuza restent sous silence, parce que la police japonaise est impuissante, ne peut rien faire, ou voire même est totalement interdit d'agir contre ces organisations. On pourrait même en venir à se poser la question de qui contrôle réellement le Japon entre l'État et les organisations criminelles. Ça, c'est ce qu'on pouvait se dire il y a encore quelques années parce que oui, depuis, la puissance concrète des Yakuza a été grandement diminuée par toutes les lois anti-gang qui sont passées au Japon, mais ils restent quand même très puissants et surtout très influents et présents. Vous pourrez les voir dans des rues de Tokyo, Kyoto ou Osaka, et si ça se trouve, vous en avez même déjà croisé pendant vos voyages sans même vous en rendre compte parce que ils sont un peu partout et nulle part à la fois. Mais par contre, il y a quelque chose qui reste bien ancré dans l'imaginaire collectif, c'est que quand on entend le mot Yakuza, on imagine tout de suite un homme en costume sombre, lunettes noires, et avec des tatouages soigneusement cachés sous la chemise, et qui évolue dans l'ombre des villes japonaises. Mais la réalité, elle est bien plus complexe parce que les Yakuza ne sont pas apparus du jour au lendemain, non, ils sont le fruit d'une histoire sociale japonaise extrêmement complexe, faite de mise en marge, de mise à l'écart, de codes d'honneur parallèles, et d'un certain sens de la justice. Parfois. Pour comprendre l'histoire des Yakuza, il faut absolument abandonner l'idée d'une mafia moderne classique. Les Yakuza sont un produit d'une hiérarchisation de la société japonaise extrêmement concrète et surtout extrêmement sévère. Là où toute personne qui ne rentre pas dans les cadres est exclue, rejetée, mais jamais vraiment éliminée. Le Japon féodal, notamment à partir de l'époque Kamakura, puis surtout sous Tokugawa, repose sur une organisation sociale rigide, pensée pour garantir la stabilité politique. La société est officiellement divisée en 4 classes, les samouraïs au sommet, seule autorité à porter les armes, les paysans, considérés comme essentiels parce qu'ils produisent le riz, les artisans, utiles, mais socialement inférieurs, et pour finir les marchands, paradoxalement très riches, mais méprisés, parce que jugés improductifs. Mais ce système en apparence très ordonné a une faille majeure qui prévoit rien pour ceux qui n'entrent dans aucune des catégories. En marge de ces 4 classes, on trouve toute une population invisible, les vagabonds, les artistes itinérants, les travailleurs des métiers jugés impurs par le shintoïsme, ces groupes qui vivent un peu hors du cadre social. Le shogunat Tokugawa, qui est obsédé par le contrôle, préfère souvent tolérer et surveiller ces marges plutôt que de tenter de les supprimer. Et c'est ici que se crée une logique fondamentale. L'ordre officiel cohabite avec un ordre parallèle. Parmi ces exclus, certains groupes sont nommés les États, qui travaillent le cuir, procèdent à l'abattage des animaux, ou même les bourreaux, et les Hinin, les non-humains, traduit littéralement, c'est des mendiants, des criminels par exemple. Et ils sont juridiquement inférieurs et vivent dans des quartiers séparés du reste de la population. Même s'ils ne sont pas les ancêtres des Yakuza à proprement parler, ça montre quelque chose de très important, c'est que le Japon féodal acceptait déjà l'idée d'une population officiellement marginalisée. Et c'est cette idée-là, cette idée qu'une partie de la population peut être totalement stigmatisée sans aucun souci, qui va donner naissance au futur groupe de crimes organisés. Mais il y a aussi un autre élément qui est à prendre en compte dans l'apparition des crimes organisés et des Yakuza, c'est la perte progressive de puissance de la classe des samouraïs. À partir du XVIIe siècle, le Japon connaît une longue période de paix, les samouraïs censés être des guerriers deviennent des bureaucrates, en plus souvent mal payés. Résultat, endettement massif, perte de prestige et apparition d'encore plus de ronin, les samouraïs sans maître. Des hommes entraînés à la violence, mais sans place officielle dans la société. Exactement les critères qui nourriront plus tard les structures Yakuza. Ce point-là est essentiel pour la suite. Les Yakuza ne sont pas des anomalies dans l'histoire japonaise, ils sont des conséquences logiques. Les suites d'un système de classe rigide, d'un rejet absolu de la déviance et d'un besoin constant de contrôle indirect. Quand l'État peut pas tout gérer, il laisse faire ceux qui savent faire et c'est dans ce léger vide juridique que les premiers ancêtres des Yakuza vont apparaître. Les Tekiya naissent et avec eux, le premier groupe structuré, hiérarchisé et durable du Japon. Et ce groupe va pouvoir asseoir une autorité sur des terres sans être officiellement de l'État. Très rapidement, ils vont comprendre quelque chose de très important, c'est que là où il y a de la population, il y a de l'argent,
Et là où il y a de l'argent, il y a besoin de contrôle. Et le contrôle, c'est eux qui vont le mettre en place. Il y a beaucoup de principes qu'on va retrouver dans les familles de Yakuza actuelles qui commencent à apparaître et à se mettre en place dans les groupes Tekiya. L'Oyabun Kobun, c'est un lien, une relation entre l'Oyabun, le père, le chef du groupe, et les Kobun, les enfants. Donc, autrement dit, ses subordonnés. Et cette relation va beaucoup marquer les générations au fil du temps dans toutes les familles Tekiya puis Yakuza. Pourquoi ? Parce que c'est un lien presque sacré. Le Oyabun, donc le père, promet de protéger ses enfants, que ce soit juridiquement, physiquement ou économiquement. Et en contrepartie, ce qu'il attend de ses enfants, des Kobun, c'est une servitude totale et complète, à 100%. Et limite, il leur appartient. Et c'est là que vont commencer à se mettre en place beaucoup de choses. Mais on ne parle pas encore officiellement de mafia dans le sens qu'on l'entend aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Tekiya sont pas systématiquement pourchassés par les autorités. Au contraire, sous Tokugawa, certains chefs Tekiya reçoivent des licences officielles leur permettant d'organiser des marchés et de maintenir l'ordre pendant les festivals, de prévenir les émeutes et les vols. Pourquoi ? Parce que l'État japonais de l'époque n'a pas les moyens humains de tout surveiller. Donc il délègue officieusement une partie du maintien de l'ordre à ces groupes. C'est la naissance d'une criminalité semi-officielle, tolérée tant qu'elle ne menace pas l'ordre global. Et dans de nombreuses villes d'ailleurs, les Tekiya punissent les voleurs et expulsent les fauteurs de troubles. Ils deviennent des figures ambiguës, craints, respectées, parfois même sollicitées. Pour la population, ils incarnent une forme de justice rapide, brutale, mais par contre efficace. Cette ambiguïté va vraiment profondément marquer l'ADN des Yakuza, se présenter comme sauveurs du peuple, même en étant criminels. Les Tekiya commencent à mettre en place des systèmes pour se reconnaître entre eux, des codes vestimentaires, des règles internes très strictes. La trahison est punie de la plus horrible des manières. Torture, mort, exécution, tout y passe. Par contre, à contrario, la loyauté est récompensée au plus haut point. C'est la chose absolue, la chose la plus importante à avoir au sein du groupe. Le truc, c'est que ce système, il a quand même des failles. Parce que ça dépend beaucoup de la gentillesse des autorités et à quel point ils les laissent gérer. Si à un moment, l'empereur dit « c'est fini, vous êtes allé trop loin », les Tekiya peuvent être en très mauvaise posture parce qu'ils n'ont pas encore un contrôle total de l'argent qui circule sur les marchés noirs, sur l'économie parallèle du Japon. Et à ce moment-là, un nouveau groupe va rentrer en scène, les Bakuto. Ils sont plus impitoyables, plus violents, et surtout, ils ont des systèmes de fonctionnement qui se rapprochent d'une partie des systèmes de fonctionnement des Yakuza actuels. En gros, les Tekiya vont exploiter la foule, le passage et le commerce, là où les Bakuto vont exploiter quelque chose d'un peu plus subtil, le hasard, l'espoir de gagner et surtout, la peur de perdre. Les Bakuto apparaissent très tôt dans l'histoire japonaise, mais ils deviennent véritablement visibles à partir de la fin du XVIe siècle, puis surtout pendant l'époque Edo. C'est des joueurs professionnels, des hommes qui vivent du jeu, qui organisent des parties clandestines, souvent dans des lieux où l'autorité est faible, voire totalement absente. On les retrouve dans des grands chantiers de construction, le long des routes, dans les zones rurales, parfois même à la périphérie des villes. Le principe est simple, un homme perd, puis rejoue pour se refaire, et perd encore très vite, l'argent ne suffit plus, et à ce moment-là, le Bakuto propose une solution, une avance, une faveur en quelque sorte, et c'est ici que la relation bascule. Le joueur, c'est plus un client, il devient dépendant, il doit travailler pour rembourser, servir, parfois même commettre des violences pour le compte du groupe. Les Bakuto sont officiellement illégaux, le jeu est interdit par le shogunat, précisément parce qu'il menace l'ordre social, parce qu'un paysan endetté ne paye plus ses impôts, un ouvrier ruiné devient instable, et dans les faits, les autorités ferment souvent les yeux. On peut se demander pourquoi, tout simplement parce que les Bakuto servent aussi à canaliser la violence. Plutôt que de voir éclater des révoltes, des bagarres incontrôlées ou des vols désorganisés, l'État préfère parfois laisser agir ces réseaux, tant qu'ils restent connus et qu'ils n'attaquent pas directement l'ordre établi. Et encore une fois, on va retrouver une logique très japonaise et très particulière, que l'inégalité est tolérée si elle sert à la stabilité globale. Mais les Bakuto ne s'arrêtent pas là dans leur rôle dans l'histoire des Yakuza, non, parce que c'est eux qui vont amener la diffusion du tatouage intégral, qui maintenant est totalement associé aux Yakuza au Japon.
À l'époque Edo, le tatouage est encore largement perçu comme une marque d'infamie, malgré le fait que les pompiers d'Edo en étaient recouverts, tout simplement parce qu'il était hérité d'une ancienne punition judiciaire. Les Bakuto vont transformer cette honte en identité. Se faire tatouer volontairement, parfois sur de larges portions du corps, c'est envoyer un message clair. On cherche plus à être accepté par une société ordinaire, on choisit un autre monde, avec ses propres règles. Là où les Tekiya reposaient sur une autorité relativement stable, les Bakuto, eux, c'est vraiment l'inverse. Ils sont beaucoup plus violents, beaucoup plus instables, et surtout beaucoup plus dangereux. Parce qu'en fait, la peur, c'est une arme, et c'est quelque chose sur laquelle ils jouaient tout le temps, constamment. Parce que les dettes qu'ils créaient chez la population, chez les paysans, chez les marchands, ces dettes-là génèrent de la peur chez ces personnes qui sont endettées, et des fois, les règlements de compte sont quand même assez fréquent quand la peur prend le dessus. Mais paradoxalement, cette violence en externe va resserrer les liens en interne. Les Bakuto et les Tekiya voient leurs frontières devenir de plus en plus invisibles et limite, ils fusionnent. Parce qu'en fait, les Bakuto se rendent compte d'une chose très claire, c'est que endetter les gens, c'est bien, sauf que si on n'a pas de moyen de récupérer cet argent, ça sert à rien. Donc autrement dit, les Tekiya qui ont le contrôle de la foule et les Bakuto le contrôle de l'économie vont finir par fusionner pour avoir le contrôle de tout. On parle pas encore des Yakuza, mais tous les principes sont là. Ils contrôlent la foule, les crimes, l'endettement, la drogue. Il manque juste une chose, le nom. Et c'est à ce moment-là, une fois que cette fusion entre les deux groupes qui vont donner naissance aux Yakuza est faite, que le Japon quitte l'ère d'Edo et rentre dans l'ère moderne. La fin du 19e siècle, ça marque vraiment une rupture radicale dans l'histoire du Japon avec la restauration Meiji en 1868. Le pays abandonne son système féodal millénaire pour se moderniser à marche forcée. Et au cœur de ce bouleversement, la classe samouraï disparaît presque du jour au lendemain. Ils perdent leur statut. Des milliers d'hommes entraînés au combat se retrouvent sans maître, sans emploi, sans place. Et dans ce chaos social, les anciens réseaux des Tekiya et des Bakuto ne disparaissent pas. Bien au contraire, ils s'adaptent et ils se recomposent. Les groupes marginaux qui mêlent des anciens samouraïs déclassés, des commerçants ambulants, joueurs professionnels et autres exclus. Ces groupes se structurent avec toujours plus de discipline et d'organisation, combinant les codes d'honneur traditionnels du Bushido et la nécessité d'efficacité dans un monde rapide et en pleine mutation. La restauration Meiji entraîne aussi la création d'un État centralisé moderne avec une armée nationale, une police et des lois nouvelles. Mais ce contrôle accru ne suffit pas à éradiquer toutes les formes d'organisation clandestine. Les Yakuza exploitent les failles du système, s'immiscent dans la politique locale, parfois même dans des milieux économiques naissants. Cette période voit également la montée d'un nationalisme très fort. Certains groupes Yakuza adoptent une posture politique. Ils se présentent comme des défenseurs du Japon traditionnel face aux influences étrangères et à la modernité qu'ils perçoivent comme menaçante. Et c'est au tournant du XXe siècle que le rôle des Yakuza devient bien plus complexe. Ils sont à la fois criminels, mais aussi idéologues. Ils sont violents, mais en même temps ont des idéaux nationalistes pour protéger leur propre peuple. C'est vraiment un contraste très présent à cette époque-là. Ce que beaucoup oublient, c'est que les Yakuza, c'est pas de simples voyous ou criminels. Non, c'est vraiment une population de personnes qui ont réussi à s'adapter à tous les changements, que ce soit historiques, politiques ou autrement gouvernementaux. Tout ça, ils sont adaptés, ont suivi et surtout ont réussi à garder un contrôle sur leurs biens de façon à ne pas le perdre face à l'État. Bien sûr, toute cette expansion qu'ils ont eue, ça a eu des limites. L'ère Meiji a beaucoup renforcé les Yakuza, ça reste vraiment le berceau des Yakuza, mais ça a aussi beaucoup marqué le fait qu'ils étaient un peu plus contrôlés, un peu plus surveillés, parce que la pression internationale que l'ère Meiji a emmenée a fait que les autorités ne voulaient pas que la criminalité soit trop haute, voire même ils voulaient la cacher au plus possible. Donc les autorités locales japonaises ont commencé à surveiller et à mettre une pression sur les Yakuza. Mais malgré tout ça, les Yakuza ont quand même su s'imposer parce qu'en fait l'État a réagi un petit peu trop tard. Et puis vient l'effondrement du Japon en 1945 qui marque une période de chaos et de reconstruction sans précédent. Le pays sort ruiné, divisé et plonge dans une crise économique des plus profondes. Ce contexte va vraiment offrir un terrain fertile à la montée en puissance des Yakuza qui, à l'instar d'autres groupes marginaux, savent tirer parti des désordres pour étendre leur influence.
Contrairement à l'image un peu caricaturée du gangster désorganisé, les Yakuza de l'après-guerre sous structure, ils exploitent des secteurs aussi variés que la gestion de la reconstruction de la ville, la prostitution, la distribution de drogue et même certains pans de l'économie légale. Cette période voit également l'émergence de grandes familles ou de clans dirigés par des Oyabun charismatiques qui imposent leur autorité non seulement par la violence, mais aussi par des réseaux complexes, des alliances et des protections mutuelles. Les Yakuza deviennent incontournables dans la gestion des quartiers et des zones populaires, souvent en symbiose avec des autorités locales corrompues. L'économie souterraine contrôlée par les Yakuza s'étend et ils prennent en main la quasi-totalité des activités illicites du pays. Mais aussi beaucoup d'activités légales. Ils vont faire beaucoup d'investissements dans l'immobilier ou dans des boîtes de nuit et dans des prêts usuaires. Celui-ci, il est un peu à la frontière entre les deux parce que c'est pas non plus des banques. Mais pourtant, ils ont quand même l'autorité de faire des prêts sous des conditions assez particulières. Après, j'ai envie de vous dire, avec les Yakuza, à ce moment-là de l'histoire, la frontière entre légal et illégal, elle commence à être de plus en plus floue. En parallèle de tout ça, leur identité, d'un point de vue extérieur, se renforce. Les tatouages deviennent vraiment associés à eux, ils en font de plus en plus. Quasiment tous les membres de l'organisation sont tatoués, ou plutôt des organisations, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et en plus de tout ça, la guerre froide est quand même un moment très marquant pour le Japon, parce qu'ils sont les alliés des États-Unis. Et les Yakuza sont un mal pour un bien. Leur utilité dans cette guerre froide est quand même vachement présente. Donc on tolère et on accepte leur présence, on tolère et on accepte leurs activités parce qu'en fait, ils sont utiles. Et c'est ça la force des Yakuza, c'est que quoi qu'il arrive, ils ont réussi à rester utiles à l'État. Donc au final, on les laisse exister tant qu'ils en font pas trop. Le seul truc, c'est que cette expansion colossale des Yakuza ne dure pas indéfiniment. Dès les années 1970, la société japonaise change, l'État renforce les moyens policiers, la modernisation économique favorise un contrôle accru et la société civile réclame plus de transparence de la part de la justice. Et à partir des années 1980 à 90, les Yakuza entrent dans une nouvelle ère, marquée par la mondialisation, la montée de la technologie et une société japonaise de plus en plus urbanisée et connectée. Leur influence s'étend maintenant sur des secteurs variés et sophistiqués, la finance clandestine, les marchés immobiliers, les casinos illégaux, le trafic international de drogue, la cybercriminalité, et j'en passe. Ces activités montrent une capacité d'adaptation remarquable. Mais c'est quand même fou de se dire qu'un groupe de personnes qui est né pendant le Japon féodal a su s'adapter, s'organiser et surtout se structurer de façon à être encore en vie à l'ère actuelle. C'est quelque chose de très marquant, très symbolique. Et même si le Japon a de plus en plus renforcé les lois anti-gang qu'ils ont signées en 1992 et qu'ils ont renforcées dans les années 2000 justement, et même récemment, les Yakuza restent présents, restent encore actuellement au Japon. La seule chose, c'est que oui, ils ont moins d'influence et moins de pouvoir parce que les autorités commencent à vouloir le récupérer, ce qui est quand même assez compréhensible. Alors, est-ce que les Yakuza sont une simple mafia, mais japonaise ? Ou est-ce que c'est vraiment un groupe de personnes avec une histoire longue, complexe et surtout très intéressante? Je suis plus de cet avis-là. Bien évidemment, ça n'excuse en rien tous les crimes qu'ils font, voilà. Mais par contre, leur histoire reste quand même très passionnante. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les recherches. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter tout ça. Je vous laisse me le dire dans les commentaires ou avec l'abonnement, le like et la cloche. Et sur ce, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.